Chers amis, me voici encore de retour parmi vous et cette fois-ci pour vous parler d'Antoine Guillaume Amo. Peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose, ce qui ne m'étonnerait pas car il était difficile il y a quelques années de trouver son nom dans les dictionnaires des philosophes ou des grands hommes de l'histoire. Et pourtant, c'est depuis le XVIIIe siècle qu'Antoine Guillaume Amo fait parler de lui. En tant que premier philosophe africain classé depuis parmi les philosophes du siècle des Lumières. Personnellement, j'avais entendu parler de lui et pour la toute première fois pendant mes études universitaires dans les cours de philosophie africaine dispensés dans les années 80 aux facultés catholiques de Kinshasa, aujourd'hui Université catholique du Congo. Ce qui est impressionnant et qui m'amène à parler de lui aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'intérêt de son haut statut académique d'illustre philosophe, mais aussi et surtout l'intérêt pour son destin exceptionnel, sa lutte en faveur de l'homme noir. La question à laquelle je viens répondre est celle de savoir comment un enfant de 3 ou 4 ans du village d'Axim au Ghana est-il parvenu à arriver en Europe, à se retrouver au palais d'un duc, prince allemand, à bénéficier d'une haute instruction, à faire des études dans les universités allemandes, à obtenir le grade de docteur en philosophie, les études de droit, défendre la cause des Noirs et exercer une carrière professorale avant de regagner son pays d'origine. C'est Kwame Nkrumah qui est le premier à avoir arraché la mémoire d'Antoine Guillaume Amo de l'oubli. C'est lui qui parle d'Antoine Guillaume Amo pendant ses études de théologie et de philosophie aux États-Unis. Ce qui ne peut alors que contribuer d'une manière ou d'une autre à la lutte des Afro-Américains et pour le panafricanisme. Car les écrits d'Antoine Guillaume Amo défendaient les droits des Noirs. Dans le livre du docteur Nkrumah intitulé « Le conscientisme », Antoine Guillaume Amo est cité. Et quand il accède au pouvoir, il charge 2 philosophes, William Abraham, son proche conseiller, et Kwasi Viredou, une mission spéciale de ramener au Ghana les écrits d'Antoine Guillaume Amo. Cette mission n'était pas une sinécure. C'était très difficile alors de retrouver les écrits d'Antoine Guillaume Amo dans le British Museum de Londres suite à des bombardements allemands et même en Allemagne. Ils parviendront tout de même, au bout d'une difficile recherche, à mettre la main sur une copie des travaux de Guillaume Amo en latin. Revenons à la question. Comment Amo, enfant de 3 ou 4 ans, arrive-t-il en Allemagne dans le palais d'un prince allemand? Les chercheurs sont partagés entre 3 thèses. Les uns soutiennent qu'Amo arrive en Europe comme captif des pirates. Selon les autres, Amo y arrive sous statut d'esclave acheté dans les côtes africaines de l'Ouest. Et certains d'autres encore qu'il arrive en Europe avec le consentement de ses parents pour suivre une formation et pour devenir pasteur de l'Église protestante réformée. Toutes ces 3 thèses donnent lieu à des spéculations et argumentations diverses. Mais William Abraham soutient quant à lui la thèse des prises d'otages de l'enfant Amo par les pirates ravisseurs d'une société coloniale hollandaise qui opérait le long des côtes ouest africaines jusqu'en Inde. C'est cette société qui les donne en cadeau au duc de Wolfenbüttel. Et au témoignage de l'histoire, ce genre de cadeau est typique à cette époque. Le prince allemand accueille Amo dans son palais à l'égal d'un fils. Il lui couvre d'affection et lui ouvre les portes de l'instruction.
Amo aura par ailleurs de généreux bienfaiteurs. Il aura la possibilité de faire et de poursuivre ses études de droit et de philosophie dans les universités allemandes de Halle, Wittenberg et d'Iéna. En 1734, il défend une thèse en philosophie sur le thème « L'impassibilité de l'esprit humain ». En 1738, il fait imprimer à Halle un livre de logique et de psychologie sous le titre « De l'art de philosopher avec sobriété et précision ». À l'université de Halle, Amo termine ses études de droit par un mémoire sur les droits des Africains en Europe. Dans cette dissertation académique, Amo est préoccupé par le problème de l'esclavage et de la condition sociale des Noirs en Europe. Il se fonde sur les droits, sur l'histoire, pour démontrer que les rois d'Afrique avaient été à une époque donnée vassaux de l'empereur romain et que chacun d'eux avait une franchise impériale, franchise que Justinien en particulier avait renouvelée. Partant de cette histoire et du droit, il examinait tout spécialement la question de savoir dans quelle mesure la liberté et la servitude des Africains vivant en Europe, après avoir été achetés par des chrétiens, étaient conformes aux lois communément admises à cette époque. Si Guillaume Amo s'oppose à l'esclavage, un autre Africain, son contemporain, du nom de Jacob Kapteyn, un prédicateur étudiant depuis 4 ans à la faculté de théologie calviniste de l'université de Leiden en Hollande, défend l'esclavage. Dans sa dissertation du 10 mars 1742, intitulée « L'esclavage n'est pas opposé à la liberté chrétienne », Jacob Kapteyn s'applique à soutenir que ses frères de race peuvent devenir chrétiens et libérés spirituellement par le Christ tout en restant corporellement esclaves. La thèse de Jacob Kapteyn soutient ainsi que l'esclavage n'est pas incompatible avec le christianisme. Une thèse opposée à celle d'Antoine Guillaume Amo qui défendait les droits des Noirs. Et il est peu probable qu'il ait admis la compatibilité entre l'esclavage et la liberté chrétienne. Antoine Guillaume Amo ne passera pas toute sa vie en Allemagne, devenu plus tard une proie au racisme. Toutes les tentatives de la famille du duc allemand de les marier aboutissent à des échecs en raison de ses origines africaines. Et suite à la montée en force de ces racismes, des troubles politiques engendrés par des guerres, des nationalismes et la perte de la protection du duc qui s'éloigne de la philosophie des Lumières, préoccupé alors par la guerre austro-prussienne, Amo quitte l'Allemagne pour regagner les terres de ses ancêtres où il meurt en 1759 en ermite, en devin, qui annonce des grands changements. Et c'est le Ghana qui sera le premier pays d'Afrique noire à accéder à l'indépendance. On se rappellera par ailleurs que c'est au Ghana que l'un des pères du panafricanisme, Dr Dubois, meurt pour en fait montrer qu'il avait des racines aussi africaines. Que dire d'autre pour conclure, sinon qu'Antoine Guillaume Amo est le philosophe africain du siècle des Lumières. La leçon que l'on peut en tirer est de retenir que la philosophie n'est pas l'apanage d'une couleur de peau, d'un peuple ou d'une civilisation. Tout le monde peut philosopher là où il est établi et défendre les valeurs et principes universels. Et on retiendra pour finir que le travail intellectuel d'Amo fut d'un grand apport. C'est suite à son travail que les esclaves noirs que le maître emmenait en Europe intentèrent des procès à ces derniers, gagnèrent gain de cause et retrouvèrent la liberté.
ce qui permet de reconnaître qu'en Europe, le premier à défendre les droits des Noirs étaient des Noirs eux-mêmes et non les philosophes européens comme on l'a souvent prétendu. C'est là un exemple, un sujet de fierté. Les aspirations légitimes sont dans tout homme, quel qu'il soit. À très bientôt.